croissance et le changement peuvent être douloureux, mais rien n'est plus pénible que de rester coincé quelque part où tu ne veux plus être. Messieurs et dames, bonsoir, bienvenue dans votre émission Palais de l'éducation de ce mercredi pour traiter des affaires éducatives sur la JCTV, la chaîne de la vraie différence. Cet après-midi, nous parlerons bien évidemment de l'orientation professionnelle, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Chers téléspectateurs, asseyez-vous confortablement pour nous suivre car les dires de nos deux invités peuvent vous aider pour pouvoir changer beaucoup de choses dans votre vie. Docteur Arnaud Kofi Olivier, directeur national de Compassion Internationale Togo, et vous êtes également président de l'association togolaise de coaching scolaire et universitaire. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, mon docteur? Je vais bien. Et vos activités? Nous rendons grâce à les activités se passent bien. D'accord. Et madame, vous étiez là la dernière fois, madame Adjara Seydou, vous êtes coach en orientation scolaire et nous parlerons de l'orientation scolaire et de l'orientation professionnelle parce qu'il faut partir d'abord de l'école des études pour pouvoir faire quelque chose dans la vie. C'est pour cela que nous avons encore une fois fait appel autour de ce plateau. Soyez encore une fois bienvenus chez nous. Merci, monsieur Vida. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui. Et j'espère que vos activités aussi vont bien. Oh oui, grâce à Dieu. D'accord. Nous allons donc aller dans le vif du sujet. Et chers téléspectateurs, comme vous le savez, vous êtes au palais. Vraiment, c'est le palais des affaires éducatives, palais de l'éducation. Et cette émission, c'est tous les mercredis, dès qu'ils sont 14 sur cette chaîne, ils sont là, nos personnes ressources, le docteur Arnaud, madame Seydou. Donc, je vous souhaite encore une fois la bienvenue chez nous. Merci. D'entrée de jeu, qu'est-ce que l'orientation professionnelle? Et monsieur Olivier. Je vais vous dire merci pour l'invitation. Je vous en prie. Et je vais aussi aborder la définition terre à terre pour permettre à ce que tout le monde puisse cerner. L'orientation, ça vient du verbe s'orienter, Oui. comme on le dit souvent. Donc, l'orientation professionnelle, c'est comment s'orienter sur le plan professionnel. C'est-à-dire comment faire des choix qui répondent à qui je suis, quel est mon profil, quels sont mes talents, quelles sont mes motivations, et faire des formations qu'il faut pour acquérir les compétences adéquates et de pouvoir s'insérer dans le métier ou le secteur dans lequel l'on veut travailler ou l'on veut exercer sa profession. D'accord. Et madame, je vais vous poser la même question parce que les téléspectateurs aimeraient écouter aussi une voix féminine. D'accord, bon, autant je repasse ce qu'il a dit. Ça fait partie de ce que nous faisons, c'est la pédagogie. Okay. L'orientation, comme l'a dit monsieur le docteur, c'est trouver sa voie, c'est s'orienter. Donc, orienter, trouver sa voie. Parce que quand on s'oriente, c'est pour trouver. Donc, pour moi, je donne mon avis personnel, s'orienter, c'est trouver sa voie. Maintenant, s'orienter dans le domaine professionnel, c'est trouver sa voie professionnelle. Professionnel, c'est son métier, ce qu'il est, l'avenir d'une personne, pour moi. D'accord, merci. Je vais revenir sur ce que nous avions fait la semaine, il y a de cela 2 semaines sur ce plateau. Et nous allons d'abord parler, pour venir sur l'orientation professionnelle, nous allons d'abord parler de l'orientation scolaire et universitaire parce que monsieur Olivier est mieux placé pour éclairer nos téléspectateurs cet après-midi. Donc, monsieur, nous vous donnons la parole pour nous éclairer sur ça. Ok, je vais essayer de présenter une structure et de cette structure, je crois qu'on peut mieux clarifier ceux qui sont en train de nous suivre. Disons que quand nous prenons le système de formation, d'éducation dans son ensemble, ça commence par la préscolaire qui va au primaire.
Donc de l'école primaire, nous avons le collège, et du collège, nous avons le lycée, du lycée, nous avons maintenant les formations supérieures. Maintenant, il y a des décompositions que l'on peut faire. L'école primaire permet à tout élève à la fin de pouvoir avoir son CPD pour terminer le premier cursus, si nous pouvons le dire comme ça. Cet enfant ou cet adolescent qui rentre dans le collège, nous avons la 6e et la 5e qui servent d'année d'observation, où les acteurs de l'éducation, les parents observent la méthode d'apprentissage, la curiosité de cet enfant et tout le reste là. Mais lorsqu'il aborde maintenant la 4e et la 3e, c'est la phase même où l'orientation scolaire commence. Parce que vous êtes sans savoir que lorsque vous voulez rentrer dans le domaine scientifique ou littéraire, tout bascule en 4e et 3e. Ce qui fait que l'élève qui en 4e ont fait X plus 2 égale à 0, il voit les lettres, il voit des chiffres, combien dans la mathématique, il dit mais ça c'est trop difficile. Et il y en a certains qui n'allaient pas vraiment décrocher à cette phase-là. Du coup, lorsqu'ils vont toujours en 3e, les problèmes au niveau des sciences sont là, mathématiques, physique, et puis voilà. Lorsque vous avez le BEPC, l'orientation classique, qu'est-ce que vous voulez devenir, qu'est-ce que votre relevé dit. Du coup, le choix est fait. Quelqu'un qui veut embrasser le domaine de la médecine, qui après le BEPC ne sort pas bien avec de bonnes notes dans la matière scientifique, du coup ne pourra pas faire la série D ni la série C, et cette personne ne pourra, surtout dans notre contexte, ne pourra pas aborder la médecine à l'université. Ce qui veut dire que le choix ou la performance de l'élève ou de l'apprenant lorsqu'il obtient son BEPC sert de point de repère, de transition, parce que ça bascule les choix futurs qui vont se faire. Maintenant, lorsque nous arrivons au cap du BEPC, le BEPC permet maintenant, offre des opportunités de différents choix. Il y en a certains qui vont continuer dans l'enseignement du lycée, l'enseignement classique tel que l'enseignement général ou l'enseignement technique, pour pouvoir avoir leur baccalauréat. Maintenant, il y en a d'autres groupes qui peuvent déjà, après le BEPC, rentrer dans les formations professionnelles. Ce qui leur permet, après 3 ans de performance, d'apprentissage, d'obtenir ce qu'on appelle le brevet de technicien. Ces personnes sont vraiment plus pratiques sur le terrain. Ils ont des compétences qui peuvent déjà mettre au service et travailler. Par contre, ceux qui rentrent dans le système de l'enseignement général, que ce soit A4, D et tout le reste, ces derniers, après le bac, doivent forcément continuer le parcours ou carrément après ça rentrer aussi dans une formation professionnelle. Maintenant, à part ce lot, nous avons d'autres de l'enseignement technique, tels que ceux qui font la série G2. C'est des formations qui donnent aussi un certain nombre de compétences minimum qu'ils ont, ce qui fait que celui qui a le bac G2 a des éléments de base pour pouvoir commencer déjà par faire un travail. Maintenant, lorsque nous arrivons au baccalauréat, je l'avais dit, il y a certains qui prennent la voie pour avoir le brevet de technicien. C'est encore l'équivalent du bac. Mais ces gens, ils sont pratiques, qui peuvent déjà aller sur le terrain, ils peuvent déjà travailler. Mais ceux qui ont fait l'enseignement général, qui ont le bac, doivent maintenant continuer leur voyage, leur parcours qu'ils sont en train de faire. Donc c'est là maintenant on arrive aux études supérieures. Les études supérieures, c'est ceux qui veulent faire le parcours de 2 ans, les BTS, ceux qui veulent faire la licence directe, ceux qui veulent après la licence continuer pour faire le master et aller au doctorat. Donc voilà de façon structurée, si on peut présenter un peu le système éducatif que nous avons dans le système francophone ou spécialement dans notre contexte le Togo. Voilà. Et donc tout au long de la chaîne, nous avons l'orientation scolaire et professionnelle qui intervient. Il y a même la réorientation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent cette théorie, vu les difficultés de performance qu'il a avec les échecs, on est obligé de le réorienter, de le ramener sur la voie, parce que la voie qu'il a choisie n'est pas adaptée à sa compétence qu'il a dans un certain nombre de matières spécifiques. Donc, cette personne est réorientée. Donc, à ces différents segments, nous avons
le jeune ou l'apprenant qui est appelé à toujours voir au regard du rêve qu'il a, les aspirations qu'il a, les talents qu'il a et sa motivation, quel est le choix adéquat qui lui permet de pouvoir avoir les compétences qu'il faut en vue de pouvoir s'exercer dans le métier qu'il veut le faire demain. Donc voilà, si je peux résumer en termes de structure, l'orientation scolaire professionnelle depuis la préscolaire primaire jusqu'aux études supérieures. D'accord, mon docteur, nous vous disions un grand merci pour ce que vous venez de faire. C'est un travail de mémoire et vous venez d'éclairer nos téléspectateurs parce que c'est pour cette raison que nous tous nous sommes là et j'espère que devant leurs écrans, ils sont satisfaits par ce travail que vous venez de faire. Et tout à l'heure, dans vos dires, vous parliez de réorientation et j'espère que ça se fait aussi au niveau de la profession. Oui, ça se fait au niveau de la profession, surtout l'invitation que nous avons dans la société aujourd'hui. Il y a des métiers pour lesquels les gens se sont formés, mais le marché du travail n'offre pas l'opportunité. Je ne veux pas citer le métier pour ne pas discriminer certaines personnes, mais une chose qui est claire, c'est qu'il y a des formations que les gens font aujourd'hui dont le marché de l'emploi ne fait plus appel. Du coup, si c'est cette formation que vous faites, vous êtes obligé d'être soit dans le chômage ou dans le sous-emploi. Le sous-emploi, c'est que vous avez des compétences que vous n'exercez pas. Vous faites autre chose carrément qui n'est pas liée réellement à la formation, à la compétence que vous avez. Donc, si vous voulez changer votre situation, vous êtes obligé de passer par ce qu'on appelle la réorientation. C'est un travail qui se fait pour permettre à ce que vous puissiez faire un travail sur soi et pouvoir voir, voilà, soit vous devez gagner de nouvelles compétences pour pouvoir faire face au marché de l'emploi ou carrément vous changez votre domaine de formation, carrément, vous changer carrément. Au lieu de faire un complément, vous allez carrément changer. D'accord. Et madame, qui peut-on orienter sur le plan professionnel? Sur le plan professionnel, Oui. je dirais qu'on peut orienter tout le monde. En tout cas, toute personne qui ne se sent pas à l'aise dans son profession du temps instantané, c'est-à-dire quand il est là mais il n'est pas à l'aise, ou quelqu'un qui ne se trouve pas à sa place dans son métier. Donc là, cette personne-là, elle peut facilement, elle peut à son bon vouloir changer de profession. Il y a certains qui ne se retrouvent pas dans leur passion. D'autres, c'est dans les compétences, parce qu'on peut être formé sans le vouloir. Il y a, le plus souvent, c'est plus ceux qui subissent les choix des parents. Donc la personne subit un choix que le parent fait pour lui, mais c'est pas elle-même sa volonté, son désir. C'est pas voilà, son désir. Donc quand cette personne finit la formation et qu'elle est déjà mise dans le monde professionnel, elle n'est pas à l'aise. Parce que ça n'a jamais été. Elle n'a jamais pensé à ça, mais parce que papa ou maman veut. Donc la personne est projetée dans ce genre de monde. D'accord. Mon docteur, et je vais vous poser la même question parce que nous voulons avoir de différentes contributions. Voilà. Et qui peut-on orienter dans le monde professionnel? Ok. L'orientation scolaire professionnelle sont intimement liées. Oui. Parce que du parcours scolaire que vous avez détermine le domaine de formation que vous avez. L'école nous aide à avoir des connaissances. Avec la formation et l'éducation, on bâtit le savoir-faire et le savoir-être. Ces trois éléments ensemble donnent ce qu'on appelle la compétence. Là, je vais vous demander de nous expliquer les trois thèmes que vous venez d'utiliser, le savoir-faire, le savoir-être et... Le savoir même. Le savoir, c'est la connaissance, l'ivresse que nous détenons.
Vous allez voir, voilà, les gens vont à l'école, ils bossent, Oui. et voilà, Il mémorise. toute la théorie est là, la théorie est dans la tête. Maintenant, le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est comment convertir ces connaissances-là dans l'aspect ou le domaine pratique. Oui. Le savoir-faire, c'est l'exercice ou l'application de la connaissance livresque de ce que l'enseignant a dit. Voyez, je prends juste un exemple. Quelqu'un qui fait la formation en comptabilité, il sait passer les écritures et tout le reste, mais cette personne n'a jamais vu un chèque, ni endossé un chèque. Ça veut dire qu'il a la connaissance, il sait passer les écritures, il passe de trésorerie et tout ça, mais lorsqu'on parle de endosser un chèque à la banque, il n'a pas vu, il n'a pas l'esprit, l'expérience de recevoir un chèque, de l'endosser. Donc, il a la connaissance livresque, mais le savoir-faire, il ne l'a pas. Or, les entreprises ont besoin du savoir-faire et le savoir-être. Le savoir-être, c'est la personne, notre profil, qui nous sommes, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle. Les compétences du 21e siècle, il y a par exemple ce que nous appelons les relations. Donc, comment bâtir les relations? Donc, tous ces éléments sont des avantages pour vous, et c'est ça qui, en mettant ensemble, donne ce que nous appelons la compétence. Et ce que le monde du travail a besoin, ce que les entreprises ont besoin, c'est les compétences. Des gens qui ont la connaissance, qui ont le savoir, et qui ont le savoir-faire et le savoir-être, parce qu'ils sont appelés à vivre en entreprise, à travailler avec dans les équipes et avec les collègues. Ils sont obligés d'avoir cette composante-là avant de pouvoir être dans l'entreprise. Maintenant, ces éléments dont les entreprises ou les structures ont besoin, ou l'individu qui veut même entreprendre a besoin de ces éléments avant de pouvoir entreprendre lui-même. Donc, ce qui veut dire que dans tout le parcours, si au point, comme elle a dit tout à l'heure, à un temps T, vous vous retrouvez soit face au chômage ou au sous-emploi, c'est-à-dire que votre formation que vous avez, le marché ne vous offre pas l'opportunité pour pouvoir développer cela. Ou bien ce que le marché vous offre n'a rien à voir avec votre formation. C'est-à-dire que vous êtes sous-utilisé. Donc dans ces conditions, comme elle a dit, cette personne a besoin de faire un bilan, de faire un point. C'est ce qui lui permet de pouvoir savoir comment me réorienter pour que véritablement je puisse trouver la place qu'il faut, ma motivation qu'il faut, et mettre mes compétences et mes talents au service de l'entreprise, au service de la nation, si je peux le dire comme ça. D'accord. Et madame, l'orientation en milieu professionnel est-elle importante? Oui, en fait, l'orientation dans sa globalité est très importante. Parce que si on ne s'oriente pas, on ne va nulle part. Donc, s'orienter dans le domaine professionnel, c'est important parce que c'est un environnement, ou disons, c'est un autre monde. C'est un monde où on est obligé de s'adapter, soit... comment je vais dire, je manque de mots. Bon, l'orientation professionnelle, certes, on va pour gagner de l'argent, mais aussi il faut qu'on soit à l'aise là où on va. Oui. Et l'orientation professionnelle nous apporte cela. Il faut aller là-haut. Même, je l'ai dit souvent, peut-être que le docteur va me contredire, il faut aller là où on est capable, s'il arrive à un moment qu'on ne perçoit pas le salaire, qu'on puisse être toujours heureux de travailler. Oui. Voilà. Pour moi, dans ce cadre-là, c'est là où l'orientation s'exprime. Parce qu'on est quelque part où on est bien. Maintenant, si on est payé, c'est gloire à Dieu. Mais si on n'est pas payé, on est heureux d'exercer ce métier, de cette profession. Donc, dans ce cadre, pourront-on dire que l'orientation ou bien la personne qui exerce dans ce domaine a une passion pour ce qu'elle fait, ou bien parce que la passion seule, moi, à mon niveau, ne suffit pas. Maintenant, il faut aussi les pécuniaires, il faut de l'argent pour pouvoir joindre les deux bouts. Est-ce que quelqu'un, parce que je me mets à la place de ce téléspectateur là qui est en train de nous regarder actuellement,
ce dernier dira, est-ce que je vais travailler pour ne rien recevoir à la fin du mois? Comment je vais faire pour payer les loyers? J'ai un engin, comment je peux faire pour acheter du carburant là-dedans? Où est-ce que je vais trouver de l'argent pour pouvoir joindre les deux bouts, etc., etc. Donc, je voudrais que vous veniez un peu encore sur cela et éclairer celui-là. Oui, je comprends ce que vous dites. La patience seule ne suffit pas. C'est pourquoi on cherche de l'argent. Mais là, je l'ai dit dans le cadre où peut-être qu'une entreprise rencontre des difficultés et qu'à un moment donné, les employés ne vont pas percevoir leur salaire. Donc, parce que le chef est en train de chercher des solutions pour cela. Et celui qui est à l'aise avec... en fait, il est heureux d'exercer ce métier, pourra attendre le boss. Mais le boss, quoi qu'il en soit, le boss ne va pas le laisser comme ça. Il y a des boss qui sont vraiment méchants, qui sont durs et ça, c'est un autre thème. Nous connaissons des boss qui n'aiment pas sortir de l'argent. Vous travaillez pour eux, si ça va, ils attendent toujours un bon rendement. Oui, vous avez un bon résultat, mais le boss est toujours là, il ne sort pas l'argent. Dans ce cas, c'est que quand une personne exerce un métier qu'il aime, qu'il le passionne et qu'il gagne de l'argent, c'est qu'à un moment le boss, parce qu'à chaque fois qu'on exerce, on s'améliore. Si ça ne va pas, soit la personne se lance elle-même ou soit elle change d'entreprise. Mais ce qui est sûr, que la personne, il faut que cette personne-là puisse être dans le milieu où elle aimerait. L'environnement est important dans le choix de sa profession. D'accord. Je ne vais pas la contredire, mais je vais juste apporter. Aujourd'hui, on est dans un monde capitaliste. Oui. Et nous avons aussi des catégories de personnes. Oui. C'est-à-dire que ce qu'elle dit, on est au premier niveau de notre palier. Vous faites ce pourquoi vous êtes créé, vous êtes passionné et tout ça. Ce qui fait que l'accumulation du gain n'est pas ce qui vous intéresse le plus. Voilà, on a ce groupe de personnes. Donc, si vous faites partie, parce qu'il y a des tests de profil qui permettent de montrer que voilà, il a le profil social. Quelqu'un qui a le profil social peut naviguer dans ce contexte-là sans trop se poser de problèmes. Mais nous avons également l'échelle, le second niveau. Le second niveau, c'est des gens qui ne sont pas très capitalistes, mais au même moment, ils veulent être justes. C'est-à-dire que ce pourquoi je donne ma connaissance, mon savoir-faire et mon savoir-être, il faut que je sois rémunéré, je sois valorisé. Donc, ce groupe de personnes aussi a des attentes ou des motivations qui sont carrément différentes. Et de la même manière, nous avons le troisième palier, des gens qui veulent devenir des millionnaires. Ils veulent accumuler des richesses, ils veulent construire sa vie. Cette personne, ses motivations sont carrément différentes du premier niveau et du second niveau. Donc, cette personne, la manière dont il va s'orienter est carrément différente. Vous voyez à peu près. Et tous les sacrifices que cette personne est appelée à se donner, voilà, comme ses motivations sont différentes, parce que pour lui, le capitalisme, il veut amasser de la richesse, cette personne, son orientation est aussi carrément différente. Donc voilà, nous avons différents types de personnes avec différents types d'aspirations. Dépendant de votre aspiration, dépendant de comment aussi va être influencé lorsque nous parlons de l'orientation professionnelle. D'accord, je vais toujours vous garder pour la question suivante. L'orientation, c'est vous qui êtes calé dans le domaine, c'est votre domaine où vous êtes mieux placé pour pouvoir expliquer tout ce qu'il faut autour de cette thématique. Oui, l'orientation, est-ce une affaire de série? Affaire de série, je dirais oui, je dirais non. Je réponds d'abord à la première partie. Affaire de série, oui. Parce que le système éducatif francophone, ou notre système, si je peux le dire comme ça, la voie que vous prenez après le BEPC va influencer d'une majeure partie les autres cursus qui vont suivre. Je crois que j'ai donné un exemple tout à l'heure. Quelqu'un qui veut faire la médecine, il y a des séries qui sont requises. Il faut avoir fait telle série, telle série, telle série.
Si vous ne l'avez pas fait, peu importe votre désir, votre ambition, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes à peu près. Donc, il y a des séries qui s'ouvrent sur plusieurs disciplines. Il y en a certains qui sont restreints sur d'autres disciplines. Il y en a certains aussi qui sont très spécifiques. Vous êtes à peu près. Donc, non, parce que nous avons des manœuvres qui sont disponibles. Celui qui fait la série D, souvent on dit, ceux qui font la série D ont souvent des difficultés parce que comme plusieurs opportunités s'offrent à eux, et ça devient difficile de pouvoir rapidement se retrouver et voir, voilà, je pars et je restreins, j'arrive à 3 et sur les 3, je prends l'option A. Je veux passer le tel concours à l'université. Si le concours ne marche pas pour moi, l'option B, je prends ceci. Au cas, je prends l'option C. Donc, c'est difficile pour ces gens parce que l'éventail est plus grand. Donc, je crois que la série est l'un des facteurs de choix qui se fait, surtout pour les formations du supérieur. Les écoles, les formations dans les facultés et même les écoles de BTS, il y a la série qui influence. Il y a certaines séries que vous faites, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Ça, on peut pas retourner en arrière pour le faire. Ce qui est un peu quand même différent quand je suis dans le système anglophone. Donc dans le système francophone, c'est une affaire de série parce que c'est conjointement lié au choix que vous allez faire après que vous avez votre baccalauréat. Nous constatons très souvent que, bon, je voudrais faire de la médecine, c'est ça mon souhait, mon désir ardent. Et voilà, lors des études de mon dossier, voilà, je suis recalé. Je n'ai pas eu cette chance de pouvoir le faire. Mais voilà, je me suis lancé toujours dans le domaine de la santé. Je me retrouve dans l'infirmerie et j'exerce bien. C'est-à-dire, comme j'aspirais à devenir un médecin, maintenant je suis dans le domaine de la santé et je le fais bien. Oui, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cette petite analyse? Oui, ça c'est ce qu'on appelle l'adaptation dans l'orientation. C'est que vous êtes adapté. Le test de profil montre que vous êtes dans le domaine social et dans le domaine de la santé. Vous êtes passionné, vous êtes motivé par ça. Mais comme la série que vous avez choisie ou les conditions qui sont requises, parce que voilà, on cherche, les médecins, on cherche des gens qui se battent, on cherche des gens qui sont bien, si je peux le dire comme ça. Voilà. Et que vous n'avez pas cette aptitude, c'est là où on parle de l'adaptation. Vous maintenez être toujours dans le domaine social, côté santé, mais votre rêve de jeunesse, de devenir médecin, vous ne l'êtes pas. Mais vous êtes quand même adapté. Et les gens sont épanouis. Les gens comme ça sont épanouis. Peut-on toujours être dans ce domaine et avoir des grades et être bien... bon, je ne sais pas si je vais dire bien aimé, ou bien apprécié par son entourage, ou bien je ne sais pas quel titre je pourrais donner, quel adjectif je peux utiliser, mais oui. Oui, ce qu'il y a, c'est que le parcours de médecin, c'est qu'il faut avoir suivi son cursus. Oui, il faut combien d'années? 7 ans minimum, c'est 7 ans minimum. Il faut avoir suivi son cursus. Oui. Et donc, votre parcours ne vous permet pas. Il n'y a pas une capitalisation qu'on peut se faire après. Il n'y a pas que vous avez exercé pendant 15 ans en tant qu'infirmier. Du coup, on vous revalorise pour faire de vous. Dans le système francophone, oui, équivalent. Dans le système francophone, c'est pas possible, si je peux le dire comme ça, pour ne pas donner faux espoir. C'est pas possible. Ce qui est un peu différent dans le système anglophone. C'est carrément différent dans le système anglophone. Donc, voilà, j'inviterai les parents, j'inviterai ceux qui nous écoutent. Il faut travailler par rapport à son rêve, par rapport à son ambition. C'est qu'il faut se battre, il faut travailler, et selon tout ce qui est requis, il faut l'avoir, parce que les écoles, c'est 50 places, 60 places, et on a plus de 1500, on a 6000 candidats. Donc l'école, on va que retenir les meilleurs. Donc, si vous aspirez réellement, je crois que le conseil qu'on peut donner, c'est que vous devez vous battre par rapport à tous les prérequis
Et là, vous pouvez prendre votre chemin et arriver au bout de votre rêve. D'accord, j'espère que nos téléspectateurs suivent bien vos conseils. Et je voudrais encore une fois le rappeler, le thème qui fait l'objet de nos discussions cet après-midi, l'orientation professionnelle, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Voilà. Et madame, je vais vous poser la question que je venais de poser à monsieur. Et l'orientation, c'est vous qui recevez les bulletins, les relevés des élèves, des étudiants, et vous essayez de faire votre travail de conseiller en orientation, d'expert en orientation, voilà. Et est-ce une affaire de série? Tout comme monsieur, je dirais oui et non. L'orientation, ce n'est pas une affaire de série. Pour la réponse du non, ce n'est pas une affaire de série. Parce qu'on peut être mauvais, par exemple en maths physique, mais être un très bon infirmier. Donc, c'est pas parce qu'une personne ne peut pas faire une série qu'elle ne peut pas faire un métier que cette série peut donner. Donc, elle peut être, tout comme on peut être bon en maths physique et ne pas aimer la médecine. Moi, c'est mon cas particulier. J'ai fait la série D. Là, c'est un témoignage. J'ai fait la série D et mon père a toujours voulu que je fasse la médecine. Ma mère a voulu que je sois sage-femme. Mon grand frère voulait que je sois infirmière. Mais moi, le monde de la médecine ne me plaisait pas. Et après, j'ai découvert que j'avais un profil social. Parce que tout ce que je faisais, c'est que dans le social. Donc, malgré que j'ai bien fait ma série D, j'ai pas fait la médecine. J'ai pas fait quand même j'ai pas fait de série qui a vraiment créé avec la série D. J'ai fait la gestion des ressources humaines. Une personne qui est bon qui a fait G2 ou série A4 peut faire aussi ce que je fais. Donc, je dirais non pour un premier temps. Ce n'est pas la série qui détermine la profession ou bien le métier qu'on veut faire après. Maintenant, oui, parce que mais tu peux être bon n'importe comment. Quand tu ne fais pas la série D, tu ne peux pas faire la médecine. Quand tu ne fais pas la série D, c'est très difficile d'être de rentrer à l'école d'agronomie. Il y a des filières, il y a des niveaux, certains compartiments où forcément il faut avoir fait la série A4 ou la série D ou la série G pour le faire. Maintenant, comme l'a dit, il y a aussi l'adaptation, comme on dit. Il y a l'adaptation qui peut s'ajouter. D'accord. Monsieur, qu'est-ce que vous appelez par formation sur l'État? Voilà. La formation sur l'État, je peux dire simplement, c'est ce que l'on apprend en exerçant un métier. Vous faites l'apprentissage avec ceux qui exercent déjà la chose. Et on le fait en réalité pour chercher une compétence pratique, pas pour un diplôme. Ce qui fait que, voilà, dans le contexte le togolais, il y a la législation a prévu des dispositions. Ce qui fait que vous ne pouvez pas dire, je vais devenir infirmière, vous allez dans un centre d'accouchement, vous passez 9 mois, vous passez 3 ans là-bas et puis vous devenez infirmier. Non, non, non. La législation a prévu. Vous pouvez savoir comment on fait. Mais le processus pédagogique qui vous sanctionne pour dire vous êtes infirmier ou infirmier, vous n'avez pas suivi ce parcours-là. Donc c'est important que le public le sache. Lorsque vous voulez vous former et que c'est juste formation sur l'État, sachez-le que c'est juste pour acquérir une compétence pratique en suivant les gens qui exercent cela. Mais si vous cherchez des diplômes, vous devez suivre aussi un cursus qui sanctionne votre formation avec toute la pédagogie que la législation a mis en place. Parce qu'il y a des gens qui pensent que voilà, en faisant la formation sur l'État, ils le font, 3 ans après, ils se présentent ici, ils ne sont pas recrutés. Ils se présentent ici, ils ne sont pas recrutés. Ils disent, pourtant, je sais faire la chose. Ah, il faut aller dans le monde anglophone. C'est le monde anglophone qu'on demande la première question, qu'est-ce que vous savez faire? Mais ici, c'est que, quel est votre diplôme? Donc, c'est important que les gens puissent savoir cette nuance-là avant aussi de savoir pourquoi je veux faire une formation sur l'État.
D'accord. Et madame, nous constatons, c'est un constat que tout le monde fait comme moi, et on constate qu'on fait des formations sur l'État. Et bon, le pourquoi je pose la question est que le docteur venait de parler du domaine de la santé, on peut faire de l'infirmerie, etc., etc. Mais oui, je vais toujours prendre cet exemple dans le domaine de la santé, dans le domaine social. Et je suis allé suivre une formation en infirmerie. J'ai fait 3 ans, j'ai mon attestation, je sais comment on peut faire les soins. Je suis une femme, je suis accoucheuse ou aide-soignant. Est-ce qu'on peut me permettre d'exercer mon métier, ma profession là, dans un centre public? Alors, la formation que je suis dans un centre privé, dans un centre privé, dans une clinique quelconque, voilà, et j'ai fini. Est-ce que je peux d'abord demander un stage dans une entreprise ou une société publique? Être qu'on peut me recruter pour que je travaille? Parce que d'abord, quand nous faisons le stage, nous aspirons à être embauché, à être recruté dans la structure. Donc, c'est cette petite idée-là, ou toute cette petite nuance-là que je voudrais que vous arriviez à éclairer pour nos téléspectateurs. Non, je dirais non. À moins que le docteur, là, je vais voir si c'est vrai. Non, je ne pense pas que la personne qui a suivi cette formation puisse être acceptée dans un hôpital public d'État, oui, oui. À moins que la clinique a déjà l'agrément ou a déjà l'accréditation de l'État pour former des infirmiers. En ce moment-là, oui, c'est possible parce que la personne a l'agrément. Mais moi, j'ai jamais vu. J'ai pas vu dans je vais poser la question autrement. Je crois que ce qu'elle dit, c'est un point très important. Aujourd'hui, les gens se forment sur l'État. Oui. Ils vont ici, ils se forment, on leur donne une attestation. Nous devons comprendre que l'État, il y a une législation qui est en place pour ce qui concerne la formation. Les formations certifiantes, les formations diplômantes. C'est important qu'un parent qui veut inscrire son enfant dans un centre puisse savoir est-ce que le centre a accrédité, a délivré des certificats, a délivré des diplômes. C'est important de faire cette vérification-là. Vous pouvez demander, l'école va vous montrer, vous pouvez lire avant d'inscrire votre enfant. Si nous ne suivons pas ce que le législateur a mis en place, tu peux beau savoir faire, tu n'as pas suivi la pédagogie qui est mise en place. Tu as juste suivi la pratique. Tu vois comment on fait. On t'a donné l'opportunité de faire. Tu sais faire. Vaut mieux savoir que tu es allé dans l'apprentissage. Et même dans l'apprentissage, l'État a aussi mis des dispositions qui permettent de sanctionner chaque formation. Oui. Par le CAP, le CFA, le BT. Bientôt, même dans le mois de septembre, on aura les examens de cette exactement. Donc, c'est important à ce que les gens n'aillent pas perdre leur temps, leur énergie, leurs ressources financières, et après, ils se retrouvent que le centre qui m'a formé ne me donne pas une attestation que l'État reconnaît. Donc c'est très important, lorsqu'on veut investir dans la formation, de vérifier ses préalables. Si vous vérifiez les préalables, vous avez les garanties. Si vous ne savez pas comment vérifier, posez la question à des gens qui ont déjà fait l'établissement. Cherchez l'information autour, parce que l'orientation scolaire professionnelle, l'un des éléments clés, c'est l'information. La bonne information. Lorsque vous avez la bonne information, ça vous permet de savoir le domaine porteur dans lequel je peux aller, les centres qui forment, les structures de l'État qui font les formations, les opportunités que le gouvernement met en place. Sinon, vous allez croire que ce n'est pas possible alors que tous ces éléments sont possibles parce que vous n'avez pas l'information. Donc nous encourageons plein de réformes que le gouvernement est en train de faire pour offrir des différentes formations aussi aujourd'hui pour s'adapter à la réalité du marché du travail, mais c'est que les gens n'ont pas l'information.
et va perdre du temps, il va perdre de l'énergie dans des centres qui ne sont pas accrédités à pouvoir développer la pédagogie et former, donner des certifications qui sont reconnues. Donc je crois que c'est important que les parents et les jeunes, ceux qui travaillent même déjà, puissent savoir que c'est important de vérifier ces éléments lorsque je veux m'aventurer dans la formation. D'accord, mon docteur, vous venez d'ouvrir une porte de mes questions, de l'une de mes questions, et c'est au niveau de l'information, parce qu'il faut avoir de bonnes informations pour être vraiment être dans le bain de celui-là qui va réussir son cursus, qui va réussir dans le monde professionnel. Et bientôt, vous intervenez au niveau universitaire. Et bientôt, un appel sera lancé aux nouveaux bacheliers pour parler, pour leur donner des directives, des informations utiles pour réussir le parcours sur le campus. Oui, éclairez-nous un peu, dites-nous ce qu'il faut en même temps. Ok, disons que je vais d'abord l'aborder de cette manière-là. Nous sommes souvent dans l'orientation classique, qui fait qu'on attend, lorsqu'on a le bac, on va commencer par chercher ce qu'on doit faire. En réalité, c'est une erreur. L'orientation tient sa place en cours d'année. Ce qui fait que quand le jeune apprenant a l'information que pour pouvoir faire ce à quoi j'aspire, il me faut, à part tous les autres éléments, le test de profil, talent, motivation, il va falloir chercher à avoir quelles sont les capacités. Parce que les capacités vont être analysées. Qui part par le relever, ce que vous avez. Donc, le fait que l'apprenant ait les informations, le motive davantage à se focaliser, se concentrer et travailler dur dans certaines matières, ce qui lui facilite un peu les choix lorsqu'il a le baccalauréat pour pouvoir faire les études supérieures. Donc, c'est important. Le travail que vous êtes en train de faire, ce panel que vous ouvrez ici, vous contribuez à ce que les familles, les jeunes puissent avoir les informations. Et l'information aujourd'hui est disponible. Toutes les informations aujourd'hui, je peux le dire, sont disponibles. Et nous avons l'Internet qui favorise cela. L'Internet nous favorise aujourd'hui d'avoir toutes les informations. Les universités, les écoles, ils ont toutes les plateformes. Lorsque nous cherchons à savoir quels sont les métiers porteurs en Afrique, au Togo, vous allez sur le web, vous avez toutes les informations. Quand on prend le plan national de développement que le Togo, avec la feuille de route 2025, quelles sont les opportunités que cette feuille de route donne? Vous avez sur les plateformes les informations qui sont données, les emplois, les domaines qui vont plus recruter aujourd'hui dans 5 ans, dans 3 ans, vous avez ces informations-là. Donc c'est d'encourager le public, c'est d'encourager spécialement les jeunes. Le temps que nous passons juste sur la toile à liker, on peut le mettre à profit pour chercher les bonnes informations qui vont nous apporter une valeur ajoutée par rapport à notre perspective en termes de choix. Les métiers porteurs, les informations sont là. Et si j'aspire dans tel domaine, quelles sont les conditions? Quels sont les centres qui forment? Que ce soit en Afrique, que ce soit au Togo, nous avons déjà ces informations qui sont là. Nous allons juste encourager. Vous allez sur le site de l'Université de Lomé, vous avez plein d'informations qui sont là. Vous allez sur le site de l'Université de Kara, vous avez plein d'informations qui sont là. Et de la même manière, les écoles de privées également ont ces informations qui sont disponibles. Donc il appartient aux jeunes, il appartient aux parents de pouvoir encourager et aller à la recherche. Même pour le Togolais lambda, le parent qui n'a pas été forcément à l'école, on peut poser les questions à des gens qui ont déjà fait. Et ça leur permet. Je peux profiter pour dire ceci. Hein. Tout le monde n'a pas besoin d'aller à l'université pour réaliser son rêve. Mais comme souvent, c'est comme si on va à l'université, on se dit étudiant, c'est déjà, voilà. Et pour certains parents, le fait de dire simplement que, voilà, mon enfant est étudiant à l'université de Lomé, on croit que la vie s'arrête là, quoi. C'est pour ça que l'information est importante. C'est un filet que les gens font à l'université. Quand tu poses la question de savoir qu'est-ce que tu veux réellement devenir avec,
vous n'avez pas la réponse. Alors qu'il a fait 5 bonnes années ou 6 années pour avoir cette licence-là. Mais sur le monde du marché du travail, tu ne verras pas une annonce où on demande ce profil-là. Donc, vous allez à l'université, il y a une certaine question que vous devez vous poser. Pourquoi je vais à l'université? Et quand je fais telle filière, il y a des filières que les gens embrassent. Cette filière, quand vous l'embrassez, vous ne devez pas vous arrêter en licence. Mais les gens ne le savent pas. Ils prennent ça, ils arrivent en licence, mais on n'a pas besoin des gens licence avec ce profil-là. C'est qu'il faut aller minimum master pour ce parcours que vous prenez. Donc, tout est important parce que toutes les disciplines sont importantes. On a besoin des gens dans toutes les disciplines, mais il y a des disciplines dans lesquelles on a toute une foule de personnes pour lesquelles l'avenir n'offre pas tellement d'opportunités. Je crois que c'est ces informations-là que les nouveaux bacheliers ou les jeunes doivent chercher avant de s'aventurer. D'accord, merci. Je crois que nos téléspectateurs nous ont vraiment suivis. Et comme je le disais, nous sommes là pour vous servir et nous aurons à vous donner des informations utiles qui contribueront au développement de cette nation. Peu à peu, nous arrivons à la fin de cet atelier avec nos personnes ressources. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous, nos téléspectateurs, qui nous accordez tant d'importance pour suivre tous nos programmes sur cette chaîne. Et donc, encore une fois, merci à vous. Et les femmes d'abord, je suis encore venu sur ma citation. Oui, donc, votre mot de la fin pour clore cette émission. Merci à vous pour l'invitation. Je vous en prie. Et merci à monsieur. J'ai vraiment appris tout de suite là. J'ai vraiment appris. C'est un honneur pour moi d'avoir un aîné qui, même dans la démonstration de la connaissance, on voit. Et aussi, ce que je vais ajouter pour finir, c'est qu'il ne faut pas se limiter au diplôme aussi. Il faut aussi apprendre à s'adapter, apprendre à communiquer avec les autres. Il y a des compétences hors formation qui sont aussi très importantes, que je ne peux pas tout citer ici, mais c'est bon de chercher avec l'Internet que nous avons aujourd'hui. Et il ne suffit pas d'aller sur TikTok pour faire des vidéos, parce qu'il faut faire des vidéos, mais utiliser ces connexions-là pour vraiment faire des recherches. On peut se former via l'Internet. On peut avoir franchement, il y a des multitudes de formations sur l'Internet. C'est aussi important de toujours apprendre. Voilà. D'accord. Et mon docteur, votre mot de la fin également. Un merci à vous. Un merci pour les échanges qui nous enrichissent. Je voudrais juste encourager les parents qui nous suivent, les jeunes surtout. Nous avons aujourd'hui un défi de l'emploi. Oui. Et on se pose les questions toujours sur l'adéquation de la formation et le marché de l'emploi. Mais dans tout état, nous pouvons dire quelque chose, c'est que nos jeunes gens doivent se battre pour faire la différence. Pour émerger aujourd'hui, pour trouver sa place, on a besoin des gens qui ont cette discipline-là, qui ont cette envie, qui se battent, qui font tout le sacrifice nécessaire. Que vous avez les moyens, vous n'avez pas les moyens, vous pouvez vous mettre, si vous êtes décidé. Et pour y aller, je crois qu'il y a 5 éléments fondamentaux. La compétence, vos talents, quelles sont vos motivations. C'est important de trouver votre profil, de savoir quels sont vos talents. Et là, vos motivations. Et lorsque vous avez ces 3 éléments réunis, je crois que vous pouvez définir votre projet de vie en termes de formation, aspiration, l'échelle à parcourir afin d'arriver à votre rêve. Et lorsque vous avez ce projet de formation, la simple chose à faire, c'est de le mettre en œuvre. Et lorsque vous allez vous mettre en œuvre et vous battre, je crois que vous serez l'honneur pour vous-même, pour votre famille
Et je crois que pour notre pays, le Togo, vous serez notre honneur pour bâtir cette nation. D'accord, je vais très rapidement vous rappeler le thème de ce jour avant de vous quitter. L'orientation professionnelle, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Winston Churchill disait ceci. Pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Et êtes-vous donc pessimiste ou optimiste? Messieurs et dames, c'est avec cette interrogation que nous fermons les portes de ce palais. Le prochain rendez-vous, c'est le mercredi à venir. Donc, à 14 h, soyez branchés sur la même chaîne que je nomme la télévision juridico-chrétienne, la JCTV. Bonne suite de nos programmes sur cette chaîne. Excellente soirée à toutes et à tous. Bye bye.